Alors bonjour à tous, nous allons commencer bientôt. Il est 2. Le nombre de participants s'est stabilisé. Mathieu, Sophie, je vous proposerais de commencer tout de suite pour ne pas qu'on manque de temps pour notre présentation. Alors, bonjour à toutes les personnes présentes. Je m'appelle Sophie Saint-Cyr et je suis accompagnée aujourd'hui de mes deux charmants collègues, Mathieu Pigeon, bibliothécaire à l'Université de Montréal, et Sophie Valentin, bibliothécaire experte pour le réseau CIRCE. Aujourd'hui, nous allons donner la formation prêt à publier sous licence Creative Commons, qui est une licence qui vise à aider les revues qui sont prêts à adopter une licence Creative Commons, à savoir c'est quoi les étapes une fois que vous avez pris votre décision. Donc, Mathieu, tu peux y aller avec le plan tout de suite de la présentation. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, le plan de la formation? On va parler très, très rapidement là, des exigences de libre accès du FRQ, autant la politique pour les chercheurs que la politique pour les revues. Après, on va rentrer dans le croustillant, donc adoption de la licence CC étape par étape, puis on va terminer avec le rappel des ressources existantes. On va commencer tout de suite avec les exigences de libre accès du FRQ. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a deux politiques qui ont des exigences de libre accès. La politique de diffusion en libre accès du Fonds de recherche du Québec version 2022, qui est une politique qui s'adresse aux chercheurs. Donc, les chercheurs qui ont reçu du financement via différents programmes. Mais il y a aussi des exigences pour les revues scientifiques via le programme de soutien aux revues scientifiques en français 2025-2026. On va parler maintenant de la politique de diffusion en libre accès, l'exigence, cette politique-là qui s'adresse aux chercheurs. Mais les gens qui ont reçu de l'argent du FRQ, il y a deux exigences. Un, c'est l'exigence sur le libre accès immédiat. Donc, la publication doit être rendue librement accessible aussitôt qu'elle est diffusée dans une revue via une de ces options, soit en publiant dans une revue qui offre le libre accès ou encore en versant une copie de l'article dans son dépôt institutionnel. Il y a aussi l'exigence par rapport à la licence ouverte. La licence ouverte, c'est faut qu'il y ait au moins une des versions de l'article qui soit disponible sous une licence ouverte, soit la licence CC BY, soit la licence CC BY ND. On rentrera plus dans les détails, là. Sophie, elle va donner plus de détails, plus de chair autour de l'os sur ce point-là. Il y a aussi le programme de soutien aux revues. Ce programme-là, les revues, dans le fond, qui ont reçu du financement via le programme soutien aux revues scientifiques en français, ils doivent satisfaire ces deux exigences-là au plus tard le 1er janvier 2028. Donc, publier 100% de leur contenu en libre accès immédiat, sans frais pour les lecteurs ni de frais pour les auteurs, ce qu'on appelle le libre accès diamant, mais publier aussi 100% de leur contenu sous une licence ouverte telle que précisée dans la politique de diffusion en libre accès du FRQ. Ça, c'est la politique qui s'adresse aux auteurs. Donc, sous une licence CC BY ou sous une licence CC BY ND, mais principalement sous une licence CC BY. Important, un petit rappel important, excuse-moi Mathieu, je vais juste revenir sur la diapo avant. Les revues devront répondre à ces exigences-là si elles veulent être admissibles pour le concours de 2028. Donc, sachez que c'est vraiment des exigences là, que vous allez devoir faire, que vous allez devoir mettre en œuvre pour appliquer pour le concours de 2028. Merci, Sophie. Qu'en est-il des publications qui ne sont pas examinées par les pairs? Donc, je vais juste glisser un petit mot sur cet enjeu-là, parce que ça a été soulevé par certaines revues. La licence pour les. Donc, pour certaines revues qui publient des types d'articles particuliers,
qui ne sont pas évalués par les pairs, la licence CC BY est problématique. CC BY ND, c'est une alternative qui est permise par la FRQ, comme on vient de voir. Mais pour certains cas, la CC BY ND n'est même pas suffisante. Elle empêche les modifications, les adaptations, mais ce n'est pas suffisant. Je donne un exemple, mais il y en a plusieurs autres. Là. Par exemple, des revues en littérature qui publient des textes inédits d'auteurs connus dans leur revue. Ben pour eux, c'est un enjeu, les licences qui ne sont pas assez fermées parce que ça peut faire en sorte que les auteurs ne veulent plus publier leurs textes dans ces revues-là. Ça, on revient super rapidement sur les exigences du FRQ dans son programme. Donc, Sophie l'a dit, les revues, dans son programme de soutien aux revues, pardon, les revues doivent publier 100% de leurs articles en libre accès média et 100% des articles sous une licence ouverte. Donc, on ne remet pas ça en question. Et concernant la licence, le FRQ renvoie vers sa politique de libre accès pour les auteurs. C'est dans cette politique qui exige le CC BY ou qui permettent le CC BY ND. Selon notre, puis ça, c'est vraiment pour les articles évalués par les pairs qui sont financés. Donc, selon notre interprétation, une licence plus restrictive, là, on pense à la CC BY NC ND, donc pas d'utilisation commerciale ni de modification, pourrait être plus adaptée pour certains types d'articles comme ça dont on voudrait restreindre justement. Et donc, ce n'est pas des licences qui sont permises par le FRQ, mais on a apporté ces arguments-là au FRQ. Ils sont bien au courant de la question. Ils étaient sensibles à la question, à nos arguments. Évidemment, ils ne peuvent pas prendre de décision comme ça, donc ils vont prendre le temps d'analyser, de réfléchir à la question. Et ils vont vous revenir probablement d'ici quelques mois sur cet enjeu. Sophie. On va voir maintenant comment adopter la licence CC BY étape par étape, puis je laisse la parole à ma collègue Sophie. Merci. Donc, on va rentrer dans le croustillant, comme disait Sophie tantôt, avec les différentes étapes qui vont vous permettre d'adopter la licence CC BY. Auparavant, avant de commencer avec la première étape, on voulait mettre en lumière certains éléments. D'abord, la liste des étapes qu'on a dressées, elle se base sur la feuille de route sur la transition vers le libre accès, donc dont le nom complet vous est indiqué ici avec le lien, qui a été publié début 2025 sur le site web de CIRSE et qui concerne donc plus largement la transition vers le libre accès. Nous, on s'est concentré vraiment sur les étapes qui concernaient l'adoption de la licence CC BY. Cette feuille de route, elle est précieuse parce qu'elle vous donne aussi des indications en termes d'échéancier. Donc là, ça m'amène au point important qui va être d'élaborer votre échéancier en amont, donc avant de commencer, en fonction de la date d'adoption de la licence CC BY que vous aurez planifiée. Donc, la feuille de route va vous donner une idée de la durée des différentes étapes. Et les étapes, elles sont numérotées dans la présentation, donc comme vous le voyez ici, mais elles ne sont évidemment pas linéaires. Plusieurs d'entre elles vont se dérouler en parallèle, puis l'ordre n'est pas forcément l'ordre qu'on a indiqué ici. Donc ça va être aussi adapté en fonction de votre réalité. Donc, première étape, ça va être de valider le choix de la licence en fonction des exigences du FRQ. Donc ça a été indiqué par Sophie et par Mathieu tantôt. Donc, le FRQ, par défaut, ce qu'il vous demande, c'est de publier donc, en libre accès immédiat, donc sous la licence Creative Commons ou équivalent CC BY, donc qui est la plus ouverte des licences Creative Commons. Dans le cas où c'est justifié ça peut être justifié par l'auteur auprès du FRQ, la licence CC BY ND peut être utilisée, mais il faut vraiment que ça puisse être expliqué. Donc là, je vais revenir dessus à la prochaine diapo, là, les cas dans lesquels la licence CC BY ND pourrait être utilisée. Et donc, ça ne peut pas être par défaut la licence proposée par la revue. Donc, qu'impliquent ces deux licences? Alors là, je vous renvoie, si vous voulez en savoir un peu plus sur les licences Creative Commons, au webinaire qui avait été diffusé en février 2026 sur les licences Creative Commons. Là, on va se concentrer donc sur les deux licences permises par le FRQ. La licence CC BY, c'est la plus ouverte donc des licences Creative Commons. L'obligation qu'elle comporte, c'est de citer le nom de l'auteur.
Tout le reste est permis, c'est-à-dire que vous pouvez modifier le contenu, vous pouvez le partager sous une autre licence, la réutilisation commerciale est permise, etc. La seule obligation qu'il y a, c'est de citer le nom de l'auteur ou des auteurs du contenu que vous utilisez. La licence CC BY ND, elle, en plus de cette obligation-là, donc qui est par défaut sur toutes les licences Creative Commons, elle vous demande en plus, elle vous restreint à ne pas modifier l'œuvre que vous utilisez. Donc, vous ne pouvez pas créer des œuvres dérivées à partir du contenu que vous allez utiliser. Donc, dans quel cas est-ce que ça peut se justifier? Ben, par exemple, si vous voulez préserver l'intégrité de verbatim, dans le cas de revues de littérature, comme parlait ce que disait Mathieu tantôt, pour respecter aussi les attentes de certaines communautés dans le cadre de l'utilisation de données de recherche, etc. Ce sont des exemples. Et, ah oui, un point que j'ai oublié de mentionner tantôt, pardon, mais on va y revenir, c'est que la bonne approche à avoir également, c'est de garder en tête que c'est l'auteur qui choisit sa licence. Ce n'est pas la revue. La revue, elle va dire, bah, nous, à partir de telle date, on va publier en CC BY, mais ultimement, ce sont les auteurs qui détiennent les droits sur leur contenu, donc c'est eux qui vont apposer la licence. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, deuxième étape, ça va être d'informer vos partenaires. Donc, tout d'abord Érudit, en gardant en tête que la mise à jour des ententes avec Érudit se fait en juillet. Donc, si vous prévoyez de passer en CC BY au 1er janvier 2027, j'espère que vous avez déjà informé Érudit. Si c'est janvier 2028, vous allez pouvoir le faire en début d'année prochaine. Pour ce qui est des autres partenaires, vous allez identifier vos partenaires en inventoriant les contrats que vous avez et vous allez communiquer avec eux selon le canal qui vous semble le plus approprié. Donc, vos partenaires, ça va être les auteurs, l'éditeur, les indexeurs ou diffuseurs, imprimeurs, graphistes, etc. Et dans le cas où vous avez une barrière mobile, ça va être important aussi de planifier la suppression de celle-ci avec les diffuseurs de la revue. Donc, si elle est sur une plateforme commerciale, par exemple, veillez à vous assurer que la barrière mobile soit supprimée en fonction de la date d'adoption de la licence CC BY. Deux éléments à leur signaler, évidemment, le choix de la licence et la date du changement. Troisième étape, ça va être d'adapter la politique de droit d'auteur et la publiciser. Donc, l'adaptation, on garde en tête que le droit d'auteur est aux auteurs plutôt qu'à la revue ou à l'éditeur. Donc, le document, le contenu de la politique de droit d'auteur va être rédigé en fonction de cette approche-là. C'est la bonne pratique à adopter. Il ne faut pas que dans la politique, il y ait des contradictions avec les termes de la licence que vous avez choisie. Donc, en principe, CC BY, éventuellement CC BY ND. Donc, par exemple, si vous avez des phrases du type « l'auteur doit demander le droit à la revue pour faire telle chose », évidemment, ce type de phrase ne doit plus apparaître dans votre politique. Et la politique doit indiquer la licence choisie. Ensuite, donc une fois que la politique va être mise à jour, vous allez la publier sur vos sites web, votre site web, et indiquer clairement à partir de quel numéro ou volume celle-ci s'applique. Donc, on vous propose un exemple. Là, c'est de la revue Diversité urbaine, c'est sa page Érudit, qui indique clairement dans sa politique éditoriale, donc à compter du 1er janvier 2025, la revue demande aux auteurs ou autrices de publier leurs articles sous licence CC BY. C'est une mention que vous pouvez également faire apparaître dans la rubrique à propos, là, mais il faut idéalement, c'est une recommandation évidemment, il n'y a aucune obligation juridique, mais il faut que ça soit mis en évidence sur le site web de la revue. Quatrième étape, ça va être de modifier les contrats avec vos partenaires. Donc, avec Érudit, vous les aurez informés en amont du passage au CC BY. Vous allez signer une entente donc, qui modifie le contrat de commercialisation de votre revue et un amendement à votre contrat de diffusion, donc notamment avec l'ajout de la clause de diffusion en libre accès. Et donc, au plus tard, cette entente doit être mise à jour au 1er septembre
2027-2028 dans le cadre d'une adoption de la licence CC BY pour les années prochaines. Avec les autres Excuse-moi, Sophie, diffuseurs, avant qu'on aille oui. plus loin, on ne l'a pas précisé verbalement, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour chacune des étapes. On n'attendra pas nécessairement à la fin du webinaire pour prendre les questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, puis on va ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Excuse-moi, Sophie. Je t'en prie. Donc, avec les autres diffuseurs, cette échéance va évidemment dépendre des dates de renouvellement de vos différents contrats. Donc là, il va falloir identifier dans chacun des contrats les parties à modifier et puis contacter vos partenaires en conséquence. Alors ça, c'est sûr, c'est une étape qui peut prendre du temps parce qu'évidemment, vous n'êtes pas tributaire des disponibilités de vos partenaires. Donc, c'est à prévoir quand même suffisamment à l'avance. On a également conscience que cette étape, elle peut elle peut soulever certaines difficultés. On n'est pas forcément des experts en droit d'auteur, des experts juridiques, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre bibliothécaire en communication savante si vous en avez un, à votre bibliothécaire tout court parce qu'on a quand même une communauté de pratique au niveau du PBUC. Donc, votre bibliothécaire a accès à des ressources hors de son établissement. En échange, on se pose des questions entre nous. Donc, vous avez accès à plus de ressources directement ou indirectement que vous ne le pensez. Donc, là encore, n'hésitez pas à contacter les différents services dont vous disposez. On a une question, Sophie, on a une main levée. Virginie, je ne sais pas si tu peux ouvrir le micro de Sylvain, s'il vous plaît. Sylvain, ton micro est ouvert de notre côté. Je ne sais pas si tu veux poser ta question. Je tutoie Sylvain parce qu'on se connaît. Son micro est toujours fermé, d'après ce que je vois ici. C'est bon, ouais, okay. C'est bon. J'ai peut-être, excusez-moi, je voudrais revenir sur la licence ici by ND. J'ai raté les 5 premières minutes, donc peut-être que ma question, vous y avez répondu et je m'excuse pour ça. Parce que moi, ce que je comprenais, c'est que le FRQ donnait les 2 licences CC BY et CC BY ND. Pour notre revue, le Climatoscope, on a fait le choix de CC BY ND, donc déjà pour la revue de l'an dernier. Donc là, je comprends qu'en fait, c'est pas du tout, mais du tout la licence à prendre et qu'il faut la justifier. J'ai entendu une partie des justifications, mais je suis pas sûr de comprendre la justification en fait à devoir donner. Nous, on publie des articles de vulgarisation scientifique, mais avec des données qui peuvent être des données exclusives, dépendamment de comment on fait. C'est pas obligatoire, ça peut être publié ailleurs, mais ça peut être aussi données exclusives. Donc, est-ce que ça forme une justification suffisante? Ben, en fait, est-ce que c'est ça qui a modifié le choix de votre licence? Si c'est Le, des données le- qui ne peuvent pas être modifiées, oui. En fait, effectivement, on a fait ce choix-là parce qu'on souhaitait que les données ne soient pas modifiées, en fait, que si jamais il y a des modifications qui sont faites à les données, que ce soit demandé, les droits sont non exclusifs, donc que ce soit demandé aux auteurs ou à l'éditeur, mais oui, c'était conscient le choix, bien entendu. Oui, ben, ça peut rentrer. Oui, Mathieu, tu veux intervenir? Ben, oui, c'est ça. C'est que dans le fond, l'idée de la politique de libre accès, elle s'applique aux auteurs et le programme de soutien aux revues se réfère à la politique pour les auteurs. Le but, c'est d'arrimer les deux pour que les auteurs puissent publier dans vos revues, que votre revue soit une voie de publication acceptable là, pour le FRQ, pour les auteurs. Les auteurs doivent publier par défaut en CC BY, donc la justification c'est les auteurs qui doivent le faire. La revue devrait adopter une CC BY, permettre la CC BY ND dans sa politique, Ok, mais je la comprends. justification, ce n'est pas vous qui la faites, ce serait l'auteur qui la ferait au FRQ. Il y a Ok, peut-être, donc, tu sais, dans votre cas, s'il y a des données sensibles et tout ça, moi, je vous inviterais à communiquer avec le FRQ pour voir comment faciliter l'utilisation de la CC BY ND. J'ai aucune idée si mais c'est quelque chose qui s'arrangerait avec le FRQ, mais je les contacterai avec cet enjeu-là. Allez-y. j'avais déjà contacté le FRQ avant le choix justement de cette licence. Et moi, ce qui m'avait été répondu, c'est que le FRQ reconnaît 2 licences. En fait, moi, ce que j'entends là ici, c'est bien plus restrictif que ce que j'ai entendu de la part du FRQ, en résumé.
Mais je pense que ça a évolué un petit peu avec le temps. Je pense que le FRQ a tendance à un petit peu plus regarder l'utilisation de la licence CC BY ND Ok. qu'auparavant. Vous me corrigerez, Mathieu et Sophie, là, si ce n'est pas le cas, mais c'est mon impression. C'est Ben, parce puis qu'ils c'est veulent. aussi que, Vas-y, je vais y Mathieu. aller. C'est vous pourriez potentiellement aussi vous couper de certains auteurs si eux autres qui ont l'obligation de publier sous la CC BY et que dans le cas de leur article, le ND n'est pas justifiable ou justifié. Donc, ils ne pourraient pas nécessairement publier dans votre revue parce que ça ne serait pas conforme aux exigences pour eux. Je comprends. Ok. Mais ça veut dire que là, nous, il faut qu'on revoie intégralement notre politique. Parce que notre dernière revue, elle est publiée maintenant sur cette licence, on ne peut pas la modifier, mais ça veut dire que pour celle qui est en cours, il faut à tout prix qu'on offre, en fait, ce que je comprends, c'est que dans le contrat de cession de droit, on mette la case CC BY de base, et si vous voulez CC BY ND, un espace pour qu'il y ait une justification. Ça, en résumé, ça serait ça la pratique. La Oui, justification, elle n'a pas à être à la revue. C'est si Oui, oui, de jamais. l'auteur. Oui, oui, je comprends. Exactement. Puis que dans le fond, Sylvain, la règle, c'est que CC BY, c'est comme la norme, puis l'exception, c'est la CC BY ND. Ok. Mais en tout cas, je vous confirme que le FRQ m'a vraiment pas présenté ça comme ça, hein. Des fois, ils ne sont pas clairs. Bah, c'était très clair. C'était si, c'était très clair. C'était que c'était vraiment mis au même niveau. Mais c'était l'an dernier que je les ai appelés avant le choix. Donc, ok. Je ne vais pas faire plus long. C'est très clair maintenant. Merci pour les réponses. On a une autre question de M. Chalifou. Vous pouvez poser votre question, M. Chalifou. Oui, bonjour. Je reviens un peu là, sur la question précédente. Donc, nous, on est un peu dans le même scénario. On avait aussi contacté le FRQ et nous aussi, on avait comme impression que le FRQ acceptait les deux licences, à la fois CC BY et CC BY ND. Nous, on est encore avec le CC BY ND en vue d'une éventuelle transition. Maintenant, de ce que je comprends, donc, si les auteurs, du moment où on adopte la CC BY, un auteur qui voudrait publier en CC BY ND devrait lui-même ou elle-même faire la demande auprès du FRQ et après, il nous revient, il nous soumet l'article en disant ben, moi, je veux publier chez vous et j'ai l'autorisation de publier en CC BY ND. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ouais, en fait, on ne connaît pas le processus là, entre les auteurs et le FRQ, comment ils acceptent ou pas. Ils donnent seulement quelques détails sur leur site, là, dont, par exemple, dans votre discipline. Euh, donc, ce que je pense, c'est si j'aborderai la question avec le FRQ vraiment par rapport à la discipline, mais je garderai en tête que la CC BY devrait être par défaut, justement, pour ne pas se couper de certains auteurs qui sont subventionnés et qui doivent publier sous CC BY. Mhm. OK. J'ajouterais, Mathieu, que je ne sais pas si on doit justifier avant ou si jamais ils nous demandent, on doit C'est ça. justifier après. C'est sûr que si vous choisissez une licence CC BY ND, puis que là, au moment de la vérification, le FRQ fait « Ouais, mais tel article n'a pas été publié en CC BY ND, pourquoi? » Ben là, il faut que la revue puisse dire pourquoi. Il faut que l'auteur ait une raison de vouloir publier l'article en CC BY ND. C'est pas juste « Ah, c'est parce que moi, je préfère CC BY. » Non, non, c'est quoi ta raison qui justifie de restreindre les modifications? C'était comme ça que je l'avais compris, en tout cas. Je sais pas si c'est... mais c'est comme ça que je l'avais compris de mon côté. Oui, moi aussi, c'est que ça devait être justifié en fait et pas forcément validé en amont. Mais après, c'est sûr que si par précaution, vous préférez valider en amont, on ne vous découragera pas de le faire. Mais je pense que c'était l'idée de pouvoir justifier si le FRQ demandait des comptes. Ouais, puis On Très bien, pourrait merci. creuser la question. Au niveau des vérifications, le FRQ en fait au niveau des institutions de recherche, là, je ne me rappelle plus, là, ça a changé de nom. Je ne suis pas au courant par rapport aux auteurs particuliers, là, s'ils font un suivi, si c'est randomisé, etc. Très bien, Est-ce qu'il merci. y a des gens qui ont d'autres questions sur ces étapes-là avant qu'on s'en aille aux étapes suivantes? N'hésitez pas. Si on n'a pas d'autres questions, Sophie, je t'invite à poursuivre. Oui, ben en fait, je vais inviter Mathieu à poursuivre puisque c'est lui qui va nous parler de l'étape 5.
À toi, Mathieu. Merci beaucoup, Sophie. Donc, maintenant que vous avez adopté une licence, votre entente de publication avec les auteurs doit être mise à jour, surtout si vous passez d'un tout droit réservé et d'une cession de droit des auteurs vers la revue. Là, on va passer vers une licence et la bonne pratique, ce serait que les auteurs ne cèdent pas leurs droits. Donc, on recommande de repartir de zéro votre entente et non d'adapter l'ancienne entente avec les nouveaux termes, un peu comme Sophie l'a mentionné plus tôt, parce que sinon on risque de retrouver des éléments contradictoires avec la licence là, qui sont oubliés. Par exemple, des choses que l'auteur doit demander, mais que maintenant qu'il possède les droits, ben, qu'il conserve ses droits et qu'il n'y a pas à faire auprès de la revue. Pour vous aider, on a mis en place un modèle d'entente pour les revues qui publient sous licence Creative Commons CC BY. Elle est facile à adapter pour les autres licences. Si vous permettez plus d'une licence à vos auteurs, par exemple la CC BY, CC BY ND, ça va vous prendre 2 ententes. Donc, voilà. L'entente, elle est optionnelle. Ça, c'est vraiment important de l'expliquer parce que la licence, elle est appliquée par l'auteur sur son article et elle octroie à tout le monde, dont à la revue, des droits de réutilisation, donc propre à la licence choisie. Le modèle d'entente qu'on a mis en place, il est court, beaucoup plus court qu'une entente sous le tout droit réservé et a été pensé pour être simple à comprendre. Elle est optionnelle, mais elle est utile. L'entente vient seulement expliquer, rendre clair pour tout le monde ce qui se passe dans le nouveau contexte de la licence et du droit d'auteur qui est retenu par les auteurs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui connaît bien les licences. Ça permet d'être vraiment transparent sur le processus pour un auteur qui veut publier dans votre revue. Donc, le processus par rapport aux licences. Pour vous aider à accompagner vos auteurs ou même pour bien comprendre la licence elle-même, on a créé aussi un document explicatif qui accompagne l'entente. Les 2 documents sont disponibles sur la page des ressources du réseau CIRCE. Et en terminant, oui, elle est optionnelle et on a déjà été contacté par certaines revues pour nous dire que même à ça, même si c'est une licence allégée, ça demeure lourd de gérer des licences de publication. Vous êtes des petites équipes et vous n'avez pas le goût d'attendre, par exemple, quand l'auteur, son manuscrit a été accepté, qui signe avant de publier l'article. Et donc, certaines revues nous ont dit qu'ils avaient juste adapté le contenu de l'entente, ils l'avaient mis dans leur politique, ou s'ils utilisent un système de gestion des manuscrits comme OJS, ils ont inclus les points de l'entente dans le processus de soumission. Et comme ça, ça fait plus léger, mais ça explique quand même bien c'est quoi de publier sous une licence dans la revue. Je vais continuer. Je vais vous présenter maintenant qu'est-ce que vous devriez faire dans OJS après avoir adopté une licence Creative Commons. D'abord, vous devriez mettre à jour les paramètres de droit d'auteur et de licence au niveau de la configuration de la revue. Pour ce faire, je vais aller rapidement. Ce n'est pas toutes les revues qui sont dans OJS, mais ça vaut la peine de le dire aujourd'hui, je crois. Donc, pour les revues, vous allez vous rendre dans les paramètres de distribution. Il y a un onglet qui s'appelle Licence, comme on peut voir sur la capsule d'écran. Donc, on peut aller indiquer si par exemple c'était la revue qui demandait une cession de droit et que maintenant ce sont les auteurs, on va aller changer cette information-là dans le champ titulaire du droit d'auteur et ensuite on va aller choisir la licence qu'on a sélectionnée. S'il y a plusieurs licences permises, OJS permet seulement de configurer une licence au niveau global. Donc, je suggérerais de paramétrer là, avec la licence par défaut. Là, dans notre cas, on va dire la CC BY. OJS va quand même vous permettre après ça, au niveau des articles eux-mêmes, d'aller jouer dans les métadonnées et d'écraser le paramètre par défaut. Donc, si par exemple, un article parmi ceux que vous publiez dans votre numéro est sous CC BY ND, vous allez rentrer l'information sur la bonne licence au niveau de l'article. C'est dans un onglet qui s'appelle Autorisation et divulgation.
ça va l'écraser seulement pour cet article-là. Quand vous modifiez les paramètres au niveau de la revue, comme on voit sur la capture d'écran, ça ne va pas aller écraser les informations de licence et de droit d'auteur pour les articles déjà publiés. Là. Tout ça, c'est conservé là, dans la banque de données, mais vous pouvez toujours l'écraser. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande. Le droit d'auteur et la licence vont s'afficher, comme on peut le voir là, à côté de la flèche, sur la page de l'article, comme ça. Donc, on va avoir le droit d'auteur avec le détenteur, la date de l'année du droit d'auteur, ainsi que le logo de la licence et un texte qui reprend essentiellement la même chose que le petit logo. Toujours au même endroit dans les paramètres globaux, il y a un champ qui s'appelle terme de la licence. Vous pourriez aller mettre à cet endroit-là les détails de ce que la licence permet de faire. Donc, les détails, par exemple, la licence CC BY. Par contre, je recommanderais de ne pas utiliser ce champ-là si sur OJS, vous avez des articles qui sont sous des conditions de droit d'auteur différentes. Par exemple, des articles publiés sous tout droit réservé ou sur une autre licence, et puis des articles sous la licence CC BY, parce que d'après mes tests, là, le contenu du champ terme de la licence va s'afficher dans tous les articles, malheureusement, pour l'instant. Ensuite, vous devriez aller mettre à jour la politique de droit d'auteur. Vous l'avez probablement mis à un ou deux endroits. Un de ces endroits-là pourrait être dans les informations à propos de la revue. Donc, pour aller modifier les informations à propos de la revue, vous allez dans les paramètres de la revue. Vous cherchez le champ à propos de la revue. C'est un champ texte où vous mettez beaucoup d'informations sur la revue et où vous pourriez mettre votre politique. Donc, votre politique devrait indiquer les informations suivantes: qui est le titulaire des droits d'auteur et là où les licences permises. Si vous passez, par exemple, d'un tout droit réservé à une licence, on recommande d'ajouter un historique, par exemple, de dire à partir de tel numéro, de telle date, comme on a vu tantôt, en fait, nous utilisons telle licence Creative Commons. Et cette information-là va se retrouver dans la page à propos qu'on voit dans le menu, dans ma capture d'écran, dans le menu. La politique de droit d'auteur devrait aussi être ajoutée dans les directives pour les auteurs. Ceux-ci se trouvent dans OJS sous paramètres des flux de travaux et il y a, il y a donc un onglet soumission et non, l'onglet s'appelle Directive aux auteurs. C'est sous soumission. Donc, il y a un champ qui s'appelle Avis de droit d'auteur sur cette page-là. Et donc, vous allez remettre la même politique que vous avez mis dans la page à propos à cet endroit-là. Et ces informations-là vont s'afficher sur la page de soumission. Donc, c'est la page où les auteurs vont pour faire une soumission. Ils vont pouvoir lire à cet endroit-là les instructions pour les auteurs, mais aussi votre politique de droit d'auteur. Et la politique va se réafficher dans le processus de soumission. À la fin, les auteurs vont devoir accepter la politique. Je pense que c'est seulement à partir d'OJS 3.5. Si je ne me trompe pas, là, vont devoir accepter la politique de droit d'auteur pour pouvoir compléter la soumission de leur article. Aussi, c'est optionnel, vous pourriez ajouter l'entente, le document de l'entente dans la bibliothèque de l'éditeur si ça vous facilite la vie. Donc, la bibliothèque de l'éditeur se retrouve dans les paramètres, dans les flux de travaux. C'est un onglet, comme on peut le voir dans la capture d'écran. Pourquoi qu'on ferait ça? Ça serait pour le conserver à cet endroit-là, avoir la source à cet endroit-là. Pour pouvoir aussi vous y référer sur votre site, si par exemple vous voulez mettre un lien vers de téléchargement dans la page de soumission, ou encore si vous voulez joindre le fichier dans les courriels qui sont transmis aux auteurs, par exemple dans le courriel d'acceptation de leur article pour publication. Si vous voulez faire ça, vous devez rendre le document accessible publiquement. Pour ce faire, là, on voit dans la capture d'écran, ça, c'est, disons, l'entrée là, pour
mon entente de publication sous licence Creative Commons CC BY, on peut voir là, que j'ai ajouté un fichier Word, un fichier docx, en utilisant téléverser un fichier et qu'on a coché la case accès public, ce qui va rendre accessible un lien. Là, ça va créer une page avec votre entente, en fait, et vous pouvez reprendre ce lien-là, comme je disais tantôt, sur votre site web ou encore dans vos échanges avec les auteurs. Est-ce qu'on a des questions avant que j'entame l'étape 7? Est-ce que vous avez des questions pour les revues qui utilisent OJS pour Mathieu, notre spécialiste OJS? Pas de questions sur OJS. Alors, je vais terminer avec il reste 2 autres étapes. Je vais terminer avec l'étape 7, qui est indiquer la licence sur le PDF de l'article. Évidemment, la licence Creative Commons doit figurer sur le document en tant que tel. Pourquoi? Quand votre document il va se promener puis qu'il va être téléchargé, bien, il faut que la licence Creative Commons soit sur votre document pour que les futurs utilisateurs soient au courant de qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire avec ou pas. Donc, vous allez devoir retirer la mention « tout droit réservé ». Cette mention-là apparaît habituellement sur le PDF de l'article. Des fois, il pourrait être ailleurs sur votre site web, donc il va falloir l'enlever et ajouter la licence ouverte appropriée dans le PDF de l'article. Donc, l'exemple que vous avez ici, c'était un exemple de la revue Documentation et Bibliothèque qui n'est pas une revue en libre accès, donc tout droit réservé aux éditions Asted. Tandis que j'ai un exemple ici de avant-après. Donc, avant, le droit d'auteur était réservé était à la revue, c'était précisé. Après, évidemment, on encourage les revues à ce que les auteurs puissent conserver leurs droits d'auteur. C'est dans les bonnes pratiques là, en matière de libre accès. Donc, le détenteur du droit d'auteur et le logo vers la licence Creative Commons, où il y a d'autres options aussi. Si Mathieu, tu changes de diapo, je vais vous montrer les 2 autres options. Et voilà. Dans le fond, il y a l'option 1 puis il y a l'option 2. L'option 1, c'est celle que Érudit utilise, qui est l'icône cliquable avec le lien vers le résumé de la licence. Donc, si vous cliquez sur le lien ici, là, le lien que je vous ai mis, ça donne tous les détails. Ça s'en va sur le site de Creative Commons et ça donne tous les détails de la licence. Fait que vous voyez, c'est d'ailleurs ce que Érudit fait quand il ajoute une page de garde pour les revues qui sont diffusées sur Érudit. Les revues qui ne sont pas diffusées sur Érudit, il y en a certaines ici aujourd'hui, ben, vous allez devoir le mettre directement dans votre PDF. Habituellement, cette information-là apparaît sur la première page de l'article dans le bas de la page. Fait que ça, c'est l'option 1. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le petit logo puis qui vont préférer la mention textuelle. Là, j'ai de la misère à en trouver des exemples en français parce que tout le temps, le petit logo, on dirait pour les revues francophones. J'ai pris un exemple d'une revue d'Elsevier. À ce moment-là, c'est petit, j'essaie de vous le mettre le plus gros possible, mais vous allez voir qu'en bas, vous avez la date de publication de l'article, révisé, accepté. Vous avez le détenteur du droit d'auteur, l'ISSN. D'ailleurs, l'ISSN, c'est dans les bonnes pratiques de l'ajouter pas loin après avant ou après le détenteur du droit d'auteur. Puis après ça, vous voyez qu'il y a une petite phrase qui dit ceci est un article en libre accès sous une licence CC BY avec le lien vers le résumé de la licence. Donc, les 2 options sont excellentes. La question, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire pour votre revue? Soit l'icône qui est cliquable et qui amène vers le lien la bonne licence Creative Commons, soit encore la mention textuelle avec le lien vers la bonne licence Creative Commons. Il n'y a pas de meilleure manière. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous préférez. Les 2 options sont excellentes. Si on termine avec la dernière étape, ben une fois que vous avez tout fait ça, votre licence est indiquée sur votre site web, vous les avez sur le PDF de vos articles, on a suivi toutes les étapes. La dernière étape, ça va être que si la revue, elle est déjà dans des OAJ, j'ai pris l'exemple ici d'une revue de l'Université de Sherbrooke, qui est mon université, qui est la revue Circula. Mais Circula, eux, depuis 2015, ils publient en libre accès, sauf que actuellement, ben maintenant, oui, là, ils doivent faire la mise à jour de la licence Creative Commons parce que depuis le dernier numéro, je crois, ils publient sous une licence CC BY. Précision.
Là, j'ai mis un petit texte en bas ici que si c'est les gens de la revue, comme par exemple dans le cas présent ici, je crois que c'est le professeur qui est co-directeur de la revue qui a rempli la demande pour être indexé dans des OAJ. À ce moment-là, lui, il a un compte des OAJ et il peut aller dans son compte des OAJ, dans son dashboard, dans son tableau de bord, pour pouvoir aller changer cette information-là. Je vous ai mis en bas là, le petit texte qui dit comment faire. Toutefois, ça peut arriver que ça va être érudit qui va soumettre la candidature d'une ou de plusieurs revues à des OAJ. À ce moment-là, ça va être érudit qui va pousser l'information, qui va charger de mettre à jour la fiche de des OAJ. OK, ça, c'est une petite précision là, parce qu'il y a les deux cas de figure. Il y a des gens qui l'ont fait eux-mêmes, il y a des gens que c'est érudit qui va le faire ou qui l'a fait pour eux. Fait que sachez que le chemin est un petit peu différent dans ces différentes options-là. Je crois que, oui, ce qui nous restait, c'était les rappels des ressources existantes. Je te laisse aller, Sophie. Je crois que c'est toi qui en parlais. Oh, ton micro, il est fermé encore, excuse-moi. Pardon. On voulait simplement vous rappeler que sur le site web de CIRSE, vous avez un certain nombre de ressources, dont la feuille de route pour le passage au libre accès qui a été déjà mentionné. Vous avez également le modèle d'entente pour les revues publiées en CC BY avec le document explicatif dont Mathieu vous a parlé. Et on vous a également mis pour rappel l'ensemble des webinaires thématiques qui ont déjà été diffusés. Donc, vous voyez celui sur les licences Creative Commons si vous avez le goût de le réécouter ou de consulter la présentation. Notamment également, je ne le vois pas ici, mais on avait… Ah oui, c'est ça. Dans les guides et gabarits pour les revues savantes, vous avez aussi ce que votre revue savante doit afficher en ligne, information et politique. Donc, vous retrouverez des éléments de la présentation d'aujourd'hui. Exactement. Il y avait quelqu'un qui a posé la question dans le clavardage aussi, est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint après le webinaire? Oui, le webinaire qui est enregistré et en plus, vous aurez accès aux documents PowerPoint, évidemment. Donc, on est rendu à notre période de questions, si je ne m'abuse. Donc, si Virginie, tu pourrais ouvrir les micros, je ne sais pas si tu peux ouvrir les micros à tout le monde ou bien seulement s'il y a aux gens qui ont des questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Puis n'hésitez pas, hein, je sais que c'est très technique quand même, là, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. N'hésitez pas. On pourrait même arrêter souvent si on ne diffuse pas la partie de questions dans l'enregistrement. Donc, on va faire du petit montage vidéo après. Si jamais vous avez des questions et que vous êtes gêné de les poser, n'hésitez pas. Les questions, on va pas